bon staff qui nous entourait pour nous rendre du service. Donc c'est comme le modèle INSEP, on a les médicales, les préparateurs physiques, moi j'ai même un vue de professeur individuel qui pourra adapter mon programme de compétition, et l'entraînement partenaire de l'entraînement, donc tous ces systèmes qui sont mis au retour pour nous rendre du service. Et le sport est la priorité de notre vie. Et dans une carrière sportive, donc nous on a vécu de haut et de bas. Il n'y a pas, mais il faut se concentrer, il faut donner ses sacrifices. Et il ne faut jamais se décourager. Et pendant les moments difficiles, et travailler sans relâcher pour pouvoir enfin réussir un jour toucher un petit peu ses objectifs fixés en avant. Et je pense que le badminton m'a facilité ma intégration en France. Et avec les résultats, je suis devenue un peu plus connue dans le milieu de badminton. Beaucoup de jeunes m'ont écrit et ils me demandent en fait, ils m'ont demandé de leur donner de conseils. Et certains me disent que c'est moi qui leur donnais envie de jouer au badminton, d'autres me demandent qui disent qu'ils adorent le style des jeux. Voilà, certains qui me demandent de l'aspect technique, même d'autres choses, plein d'autres choses. Et il y en a un jeune garçon qui m'écrit très souvent, il m'a commencé à m'écrire à l'âge de 6 ans. Il m'a encouragé plein de moments que je gagnais, que je gagne les matchs. Et il m'a encouragé en permanence. Et moi, je l'écris sur tout ce que j'ai ressenti, sur les moments difficiles et sur les moments très très bien passés. Et je pense qu'en partageant ma vie sportive, il a compris que, en fait, comment dire, voilà, on a des moments de haut et bas, mais en travaillant, on a plus ou moins compétitive. Et voilà, donc aujourd'hui, et puis souvent je vous ai dit que pour être une grande sportive, il faut d'abord faire les études. Ça, c'est ce que mon professeur qui m'avait dit quand j'étais petit. Et je pense que ça m'a gardé dans ma tête. Et puis je pense que c'est une bonne idée de transmettre aux jeunes aussi aujourd'hui. Donc, et puis moi-même, je suis investie justement dans l'association Soliban. Et puis quand la fondation la précédente de la fondation d'association qui m'a parlé de son idée de créer Soliban, je trouve que c'est une très bonne idée. Et cela me permet de partager mon passion de badminton autrement. Et puis, je pense que jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas pu donner beaucoup d'investissement dans cette association, mais rien que porter la couleur de l'association et participer à cette manifestation et rencontrer les gens sur le terrain, ça me permet de sentir être utile pour les autres aussi aujourd'hui, et que c'est plutôt les autres qui m'ont rendu service sur le terrain. Voilà. Donc, je suis désolée que je lis quand même pas mal, mais voilà, c'est ce que je veux dire. Merci Anquion. Donc toi, Steven, les études c'est important, donc tu peux encore faire une carrière de footballeur peut-être après. Je ne sais pas si certains d'entre vous veulent réagir à ce qu'a dit Anquion ou lui poser des questions. Parmi le public, je propose que chacun puisse réagir par rapport aux interventions des uns et des autres, de ne pas attendre la fin du débat, pour que vous puissiez vous exprimer. Moi, j'avais une question à te poser. Tu disais finalement quand je suis arrivé en France, je ne pensais pas être un modèle. À quel moment on prend conscience qu'on a changé de dimension, qu'il y a des gens qui vous regardent, qu'il y a des jeunes qui suivent ce que vous faites et que vous êtes plus simplement le sportif qui représente son club, sa carrière personnelle, mais que derrière vos faits et gestes, voilà, vous pouvez donner un exemple, un bon exemple ou un mauvais exemple. Qu'est-ce qui fait prendre conscience de ça? Comment on prend conscience de cette différence? Je pense que justement, c'est après avoir reçu très souvent des lettres d'encouragement par les jeunes, parce que j'ai ouvert un site internet perso, et j'ai partagé souvent mon résultat sportif à travers les sites, et puis je suis quelqu'un d'assez franc, donc j'écris souvent ce que j'ai ressenti, de bien, de pas bien, donc
j'écris pas que de positif, j'écris aussi de choses que je souhaitais, il y a un moment de haut et de bas. Et puis souvent les jeunes qui m'écrivaient, qui me posaient des questions, à ce moment-là, je me suis rendu compte, en fait, je me suis suivie quand même par beaucoup de monde. Bon, il n'y a pas que des jeunes, il y a aussi des adultes, mais il y a beaucoup de jeunes qui m'ont indiqué leur âge et tout. Et puis du coup, à ce moment-là, je me suis rendu compte, chaque fois quand je dois écrire quelque chose ou je dois leur répondre à une question, je suis en train de leur donner un conseil un peu. À un moment ou à l'autre, je me suis dit, est-ce que je suis devenue une consultante, entre guillemets? Ils m'ont demandé des questions très variées. Et voilà, donc j'ai essayé de répondre de façon, par mon cœur, de partie de mon cœur, qui je pense que ce soit bien pour eux. Et voilà, donc je pense que, et puis après, sur le terrain, on est éduqué en tant que, bon, j'étais une sportive mais en Chine aussi, on était éduqué d'essayer de monter de attitudes positives sur le terrain. On essaie de quand j'étais jeune, quand j'ai de l'attitude négative sur le terrain, je suis sanctionnée. Alors donc je n'ai pas le droit de monter de l'attitude négative. Qu'est-ce que ça veut dire l'attitude positive sur le terrain? C'est-à-dire quand on est en Chine. J'ai pas le droit de. Par exemple, c'est des choses très fines. Un truc, quand j'avais 10 ans, alors en fait, une fois, on jouait, en badminton, on a un filet, vous voyez. Alors, quand on envoie. Plutôt haut, non? Voilà, qui est assez haut. Alors, quand on joue, et on doit envoyer, quand on finit le point, on envoie le ballon à l'adversaire. Alors, certains gens, quand on est en colère, on envoie le ballon pas en dessous du filet. Et en Chine, et ça considérait c'est mal respect pour l'adversaire. Alors, mon entraîneur, il m'a sanctionné pour faire une course à pied pendant l'après-midi. Il m'a dit qu'il fallait que tu envoyais, tu te souviens de ça, tu envoyais des ballons au-dessus de donner correctement à ton adversaire, c'est un respect pour ton adversaire. C'est très important. Donc, j'avais 10 ans. Imagine, c'était quand même assez fort comme éducation, je veux dire. Et puis après, on n'a pas le droit d'insulter sur le terrain, parce que, bon, sur le terrain de sport, on commence à dire de gros mots sur le terrain, c'est des insultes, même, peut-être c'est pas envers l'adversaire, mais c'est envers nous-mêmes, mais c'est pas autorisé. Alors, on devait garder tout pour nous, on essaie de monter une image positive, c'est-à-dire qu'on est compatible, on voulait gagner. Et puis, en fait, au fur et à mesure, si on est positif sur le terrain, en fait, notre attitude nous influence nous-mêmes. Parce que finalement, on essaie d'oublier tout ce qui est des côtés colère, on essaie de penser les côtés positifs pour pouvoir atteindre l'objectif au final. Donc je pense que l'éducation des départ est très importante quand même, sachant qu'aujourd'hui, sur le terrain, c'est très rare que je comporte mal. Je pense que j'ai toujours respecté la vie de l'adversaire. Donc je pense que je suis quand même satisfait de mon comportement sur le terrain en tout cas. Christophe, tout à l'heure, on me disait qu'il y avait quelques cas de dopage dans le sport. Moi, c'est un peu ma spécialisation, le dopage, je ne suis pas totalement d'accord. À savoir que ce n'est pas parce qu'il y a peu de cas de dopage que ça veut dire qu'il y a peu d'athlètes qui se dopent. Et d'ailleurs, l'Agence mondiale antidopage, dans la conférence mondiale de Johannesburg, a dit que le taux de cas positifs qui stagne à 1% était très largement minoré par rapport au nombre d'athlètes qui doit être 10 fois supérieur en réalité au nombre de cas positifs. Toi, Christophe, tu as vécu physiquement, personnellement, justement, une mise au banc du peloton du cyclisme parce que tu avais des positions qui n'allaient pas dans le sens du vent et de la majorité de sportifs qui à l'époque se dopaient. Donc je suppose que quand Yang parle de l'image positive, des valeurs que son enseignement initial en Chine voulait lui inculquer, il n'y avait pas forcément les mêmes enseignements dans le monde du cyclisme que tu as connu, toi, à la fin des années 90. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Bonjour. Ou d'autres choses, oui. Oui, sur ce point, c'est vrai que j'étais dans un milieu quand même déjà professionnel, donc c'est quand même vraiment différent. Il y avait une sensation d'être au-dessus
au-dessus de tout, et donc du coup, les valeurs étaient souvent oubliées parce que c'était un gagne-pain et qu'il fallait gagner de l'argent, et donc du coup, on n'avait plus du tout dans le même état d'esprit. J'ai vu arriver des jeunes coureurs avec une très bonne mentalité, qui avaient des valeurs, et finalement, lorsqu'on leur proposait un contrat de 10 fois plus par rapport à la base, et du coup, ils passaient de l'autre côté, et les valeurs étaient oubliées parce que ils avaient sûrement des besoins qui n'étaient pas les mêmes que les miens. Parce que, justement, pour revenir sur le sujet du champion, en fait, moi personnellement, j'ai rarement eu l'impression d'être perçu comme un champion par un jeune, puisque c'est une question de jeune, et j'ai très souvent eu l'impression d'être perçu comme un champion par les plus vieux, par les gens qui ont passé 30 ans, 40 ans et qui ont plus de rêves dans la tête, en fait. Parce que finalement, un champion, pour moi, c'est quelqu'un qui répond à nos rêves, ou qui répond à ce qu'on aimerait être. Et on sait très bien que les objectifs d'un jeune, d'une part, de par son âge, est différent. Les objectifs sont différents d'une personne qui a 40 ans. Et je mettrai encore un autre critère à ça, c'est dans quel confort de vie est ce jeune. Ce qui influence énormément l'image du champion derrière, parce que si vous avez un jeune qui est dans un quartier en difficulté, qui en a tout contre la société, et bien sûr je pense qu'il va se rattacher vers un champion qui démontre qu'il est contre la société et qui va à l'encontre de ça. Moi j'ai d'accord parfois du mal à comprendre quand je vois justement, tu as parlé du dernier match de foot de la semaine dernière. Moi le premier, j'ai été content de voir les Français, et du coup ça m'a donné envie de les encourager. Et je me suis rendu compte encore que certains joueurs, et Français d'ailleurs, qui regardaient d'une manière très violente l'arbitre, parce que des décisions lui déplaisaient, restent encore un champion pour beaucoup de jeunes. Et là je me suis dit, mais pourquoi reste-t-il un champion de par l'image qu'il donne, quelqu'un de très agressif, qui n'a pas de respect pour le juge, enfin pour celui qui doit faire respecter les règles. Et là je me dis, peut-être que ce joueur va dans le sens de ces jeunes qu'il apprécie, c'est-à-dire ils rencontrent la société parce qu'ils se sentent délaissés, ils ont besoin d'être aidés, et ils se sont dit, on est tout seul, on doit s'en sortir tout seul. Et ça retourne aussi le côté mais finalement que le grand champion, c'est peut-être celui qui réussit, qui gagne beaucoup d'argent, et qui grâce au sport de haut niveau et à ses résultats, et parfois grâce au dopage, est en bonne santé. Est en bonne santé, pourquoi? Parce que la santé, c'est le bien-être physique, mental et social. Et parfois, bien sûr, quand on est champion, on peut souvent entendre dire des sportifs, on vit bien. On vit bien parce qu'on a de l'argent, on est reconnu socialement, et en étant reconnu socialement, on est bien mentalement. Et comme jusque-là, on n'arrive pas vraiment à démontrer, on n'arrive pas à avoir une série de décès sur un terrain ou une série de décès dans le Tour de France, et bien le côté santé physique, on l'oublie. Donc il y a tous ces aspects-là qui font que je pense que le terme champion peut être défini de différentes manières par différentes personnes. Moi, personnellement, bien évidemment, la définition du champion, déjà, c'est la personne qui a des valeurs. Alors, si en plus elle a des résultats, c'est super. Mais vous savez, j'ai un fils de maintenant 9 ans et demi. Il a encore des posters partout de footeux qui sont Messi, qui sont tous ces sportifs-là. Mais comme je lui dis régulièrement, tu feras le jugement d'un champion le jour où tu connaîtras vraiment la personne. Alors, je ne casse pas ses rêves. Mais je dis juste que pour moi, le champion, c'est une personne qui est autour de nous, c'est-à-dire que la personne qu'on peut connaître entièrement. C'est-à-dire parce que j'ai tellement vu, par exemple, avec Fessina, des cyclistes à double image, c'est-à-dire un cycliste comme Richard Virenque qui arrivait dans le bus, vitre teintée, et le Richard Virenque lorsqu'il sortait du bus face au public. Et c'est vraiment deux personnes totalement différentes, qui paraît pour beaucoup de personnes un champion, et personnellement pour moi, c'est effectivement quelque chose qui revient. Bravo. On parle beaucoup de l'image du champion. C'est vrai qu'aujourd'hui, les champions sont tous conseillés par les gens du marketing, des agents divers et variés. Ils ont tous leur cause humanitaire, leur investissement qui leur permet de communiquer sur une image. C'était une question que je voulais vous poser, justement, parce que vous avez vous avez des champions qui sont ambassadeurs ou parrains de ce que vous organisez pour l'ONU. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est finalement du marketing pour s'acheter une image positive? Je pose des questions un petit peu dérangeantes. Oui, non, c'est une très très bonne question. D'abord, je tiens à vous remercier. Je pense que rarement la plus grande agence humanitaire au monde, c'est-à-dire le Programme alimentaire mondial des Nations Unies, que j'ai l'honneur de représenter pour la France et Monaco, je pense que rarement un humanitaire a été aperçu dans des milieux, dans un
forum sportif et de sport comme celui-ci. Donc d'abord, je vous en remercie. Je pense que justement, c'est ce type de fusion, d'aller au-delà des frontières, de laquelle vont naître des belles initiatives et qui nous permettent à nous-mêmes de penser, comme disent les Américains, out of the box. Donc ça, c'est la première chose que je tenais à vous dire. Stéphane, ce que tu as dit est tout à fait juste, c'est-à-dire que nous-mêmes, en tant qu'humanitaires, souvent nous nous posons la question, parce qu'il y a deux catégories. Donc, nous avons une catégorie dans laquelle nous avons les sportifs qui viennent frapper à notre porte et qui se cherchent une cause humanitaire. Et nous avons l'autre cas dans lequel sommes nous, les humanitaires, qui allons chercher les sportifs, donc les héros, les modèles, pour qu'ils nous aident à porter le message. Dans notre cas, donc dans mon cas, j'ai eu l'honneur de représenter le Programme alimentaire mondial des Nations Unies, donc c'est la lutte contre la faim. Je pense que Agathe, si tu veux peut-être, pour vous donner juste quelques chiffres, ça veut dire 840 millions de personnes aujourd'hui qui souffrent de la faim. Mais je veux commencer, c'est immense, okay? C'est immense, et je voudrais commencer par une histoire qui quelque part nous amène au sport. Et c'est l'histoire d'un enfant qui s'appelait Paul, qui s'appelle toujours Paul, qui est né en 69 au Kenya, et il est voilà, un des nombreux fils d'une famille kenyante. Et tous les jours, Paul devait marcher 8 km pour aller à l'école et 8 km pour revenir à l'école. Bien évidemment, il avait le ventre vide, souvent il s'évanouissait à l'école, et de toute façon, même s'il est arrivé après les 8 km, il avait tellement faim que son ventre et celui des autres copains étaient tellement bruyants, vous voyez, qu'ils n'arrivaient même pas à prendre le cours. Puis un jour, sa vie a changé. En 1976, grâce au programme alimentaire, donc aux cantines scolaires, aux repas scolaires que les Nations Unies distribuent dans certains pays, notamment le Kenya, ce garçon a commencé à devenir déjà un peu plus fort, à avoir plus d'énergie, et après une brève apparition dans la Kenya Air Force, donc il voulait être pilote, il voulait être devenu Top Gun, puis il s'est reconverti au sport, et petit à petit il a commencé à gagner quelques si vous voulez, quelques paris, donc quelques championnats. En 1993, donc il devient championnat du monde du cross-country, 1998 champion du monde de cross-country, 2003 record du monde de marathon à Berlin. Son nom est Pottergaard, et donc c'est le champion du monde de marathon 2003. Depuis cette année, Pottergaard est devenu notre ambassadeur donc pour la lutte contre la faim, parce que quelle meilleure histoire à raconter que celle de quelqu'un qui s'est nourri grâce à ces petits repas que nous donnons dans les écoles, qui après a fait tout ce parcours et qui revient vers nous, donc vers ceux qui quelque part lui ont changé la vie, pour pouvoir devenir donc un modèle de ça. Donc je pense une histoire que je tenais à partager avec vous, une histoire qui dit, vous voyez, la lutte contre la faim et le sport. Un héros, un modèle. Je pense que, et ça comme vous disiez tout à l'heure, j'ai beaucoup aimé la parole que vous avez dit, c'est-à-dire le partage de la réussite. Et aussi le partage, parce qu'on juge aussi, dans l'ancienne Grèce, vous savez qu'il y avait d'abord un seul podium, on ne montait pas à 3 quand on gagnait, ils étaient, donc il y avait un seul piédestal, mais le partage de la réussite est très important. Et dans le cas de Paul, il a voulu partager cela, juste pour vous donner la dernière actu. La semaine dernière, il était à Washington, au Capitole, pour essayer de convaincre donc, le gouvernement américain de donner plus d'argent pour ce programme d'alimentation scolaire. Et pour vous donner quelques chiffres, nous avons dans tout le monde 23 millions d'enfants nourris avec ce programme, donc c'est immense. Et aussi pour vous donner la mesure, 25 centimes d'euros, c'est ce que coûte la possibilité de remplir une tasse comme ça c'est une des tasses pour la distribution alimentaire, vrai, hein, pas fausse, vrai. La vie est différente si l'enfant a pu manger ça. Vous voyez, donc la vie de cet enfant qui a été à l'école est différente si la tasse était remplie de bouillie, de céréales, de porridge. Okay, 25 centimes. Donc vous comprenez que face à face à des salaires incroyables, je ne veux pas dire comptables, mais incroyables de certains sportifs, bien évidemment, l'humanitaire se doit, et mon rôle, moi j'étais à bonne école parce que j'étais pendant 10 ans le conseiller politique de Bernard Kouchner, mon rôle a toujours été d'aller briser les frontières, d'aller chercher de l'aide, là où peut-être c'est des mondes qui ne se parlent pas. Et peut-être, comme tu disais Stéphane, donc qu'est-ce que fait l'humanitaire avec le sport? Ben, l'humanitaire doit aller taper à la porte du sport, doit chercher déjà des forces vives, des jeunes, même si nous sommes tous jeunes, là, il y a des jeunes, d'autres ressources,
l'échange. Pour vous donner encore un petit peu d'actualité, nous sommes bien évidemment présents, hélas, pour les Philippines. Donc, bien évidemment, nous avons donc distribué l'aide humanitaire. Et vous savez que là, c'est une course contre la montre dans les Philippines, surtout pour les difficultés logistiques. Et là aussi, parce que j'aime bien, ça c'est très italien, je le sais, mais j'aime bien, je vous ai amené donc pas seulement la tasse, mais je vous ai amené aussi, parce que je ne pense pas que beaucoup de monde l'a vu, ça, c'est les biscuits à haute contenu nutritionnel. C'est exactement ce que maintenant, dans les Philippines, nous sommes en train de distribuer, hein, que les Nations Unies sont en train de distribuer. Vous pouvez après les faire circuler si vous voulez. Je ne pense pas que beaucoup de vous l'aient vu. Et donc, ça permet dans des situations de crise, de guerre, donc où on ne peut même pas faire la cuisine, parce que vous savez, ce n'est pas seulement le fait d'acheminer les vivres, c'est aussi la capacité de pouvoir se nourrir, de pouvoir les distribuer. Et donc, je vais vous amener aussi une photo qui est dramatique, mais bon, on se doit de la partager et de réfléchir à un moment. Ça, c'est deux cerveaux différents. Donc, un cerveau d'un enfant donc, qui a été bien nourri dans les premiers 1000 jours de sa vie, qui vont de la conception à la deuxième année de sa vie. Et l'autre, c'est le cerveau d'un enfant qui malheureusement a souffert de la faim. Regardez les synapses au niveau des neurones qui ne se sont pas formées. Regardez le damage, donc le dégât qui a été fait, qui est irrécupérable. Ça, c'est que les 3 premières années, si vous voulez. Nous avons donc besoin du sport. Je vous ai amené voilà, une panoplie de personnages qui a différents titres, ont travaillé avec nous. Hein, donc Ronaldinho. C'était pas le cerveau de Ronaldinho que vous aviez mis à droite. C'était pas le cerveau de Ronaldinho qu'on avait vu. Non, quand même. Non, c'est pas. Non. Et nous avons le caca, vous voyez, avec la tasse rouge. Nous avons essayé d'aller taper un peu dans tous les sports. Récemment, le jour de la journée mondiale de la lutte contre la faim, qui est le 16 octobre, on m'a embarqué en fait, c'est moi qui l'ai lancé, mais je voulais qu'il y ait un match dédié, si vous voulez, à la lutte contre la faim. Et l'Olympique Marseille et le PSG m'ont répondu présent. Et donc, Agathe, je pu m'exhiber dans ce coup d'envoi. C'était vous, ouais. Dans ce coup d'envoi, je peux vous dire une chose, en tant qu'Italienne, je suis très football, donc j'adore, mais dans le stade de Marseille. Ouais, c'est vrai, ouais. Et là, en fait, le choix c'était est-ce que je suis gentille vis-à-vis des Marseillais chez lesquels j'étais, ou est-ce que j'avais de Zlatan qui m'aurait demandé. Là, j'ai fait plus côté, ouais. Donc ça, on l'a dédié, et là aussi, on a récolté des fonds qui vont pour les enfants, pour l'alimentation scolaire. Autres initiatives que je vous ai amenées, donc là aussi, Tsonga, que nous avons fait il y a 2 ans à Monte Carlo. La Formule 1, ça c'était Jarno Trulli qui vient de mon village en Italie, donc je lui ai dit, bah, écoute, il faut que tu nous aides, moi aussi. Et on avait trouvé un spot qui était sympa, qui peut peut-être servir à quelqu'un de vous. Imaginez que donc, bien évidemment, vous savez, la Ferrari, elle met 5 secondes entre 0 et 200 km/h. Et bien, en 5 secondes, tous les 5 secondes, un enfant meurt de faim. Et donc, nous avons trouvé que c'était dramatiquement touchant de faire passer ce message. Nous avons fait autre chose avec le cricket, nous avons fait avec le rugby, d'ailleurs en France. Nous avons fait aussi quelque chose qui est un peu plus ludique, mais qui est quand même du sport, même si c'est du fitness, et c'est la Zumba. Vous allez rigoler, vous allez dire, mais attends, elle est complètement folle. Eh ben non. Parce que, avec la Zumba, moi je suis moi-même coach de fitness, donc j'y crois à fond. Pas de Zumba. C'était vous aussi Négatif, non. Celle-là, c'est pas moi. Je suis coach de fitness, mais pas de Zumba, de la concurrence. On a dit en fait, la balance au monde aujourd'hui a le côté obésité et le côté de ceux qui souffrent la faim, n'est-ce pas? Donc c'est complètement imbalanced. Hein? Donc nous avons d'un côté du monde ceux qui doivent maigrir, aller à la salle de gym parce que sinon ils grossissent, et d'autre côté ceux qui souffrent de la faim. Donc il faut essayer de rebalancer. Et on a inventé, grâce à Alberto Perman, vous savez c'est l'inventeur du Zumba, nous avons inventé un mécanisme grâce auquel les calories brûlées avec un compte Zumba pouvaient être après monétisées, donc redonnées par la Zumba, gracieusement aux femmes. Et grâce à ça, nous avons donc réussi à donner à peu près 110 000 repas pour des enfants dans les écoles. Donc c'était une initiative, voilà, je trouve plutôt sympathique, il y a eu beaucoup de succès. Et puis, nous avons eu aussi l'honneur de porter, pas nous en tant que fonctionnaires, mais donc la lutte contre la faim a été, c'est le Comité international olympique qui nous a demandé de porter le flambeau à 3 reprises, justement pour
Perdue aux 4 coins du monde souffrent de la faim, ne sont pas présents. Donc moi j'essaie de vous amener quelques exemples. J'y crois beaucoup, surtout à comme je disais, à ces échanges, à ces mondes, à ces métissages différents. Et vraiment, je vous remercie Stéphane pour cette opportunité que vous nous avez donnée. Voilà. Ok, Marie, on veut des noms. Est-ce qu'il y a des judokas parmi vos ambassadeurs? Pas encore. Pas encore. Jean-Luc Projet, qu'est-ce que vous faites pour que les judokas puissent faire partie de ce merveilleux programme et donner des coups d'envoi des matchs OM-PSG en mini-jupe et talons aiguilles? Non, sans rire, nos deux amis, tout à l'heure, Toton et Steve, ont adressé cette lettre au président. Alors, vous visiez qui? François Hollande et Obama, ou vous visiez les présidents de fédération? Parce que vous avez un président à côté de vous, donc je propose peut-être au président de la fédération de judo de répondre à l'interpellation. Ah, tu casses mon organisation là. C'est pas bien. Tu voulais intervenir? Merci. Oui, je voulais intervenir parce que je suis une ex-fonctionnaire internationale de l'UNESCO et que, bien entendu, nous respectons beaucoup le PAM, qui est notre sœur, petite de temps en temps, mais souvent une grande sœur, une très grande sœur qui fait des très grandes choses. Et j'y ai évidemment beaucoup d'amis, puisque le PAM était dans les locaux de l'UNESCO pendant très longtemps. Donc je voulais vraiment te remercier pour tout ce que tu fais et surtout pour répondre à la question initiale de savoir si les champions demandaient quelque chose en échange. En ce qui concerne mon expérience et probablement la tienne aussi, ils ne demandent rien en échange. Les trois quarts viennent soit spontanément, soit on va les chercher. Mais en tout cas, c'est toujours de très bon cœur. Et souvent, ils disent d'ailleurs que c'est pour rendre ce que le sport m'a donné. Et à l'UNESCO, j'étais en charge d'un programme Espérance et Solidarité autour d'un ballon, où aussi il y avait beaucoup de champions qui venaient m'accompagner pour l'alphabétisation des enfants de la rue essentiellement, en utilisant des activités sportives. Et c'est la même chose. Ils ne demandaient rien. Ils venaient jouer soit au ballon, soit même au tennis, au Burundi ou ailleurs, et ils ne demandaient absolument rien en échange. Et c'est une très belle contribution. Et je dois dire qu'il faut quand même remercier ces champions-là. Ils ne sont pas tous ni dans le dopage, ni dans la méchanceté ou l'autosatisfaction. Ils sont aussi dans une très grande générosité. Et il faut vraiment les remercier à fond. Merci en tout cas à toi, Marie. On va pas rouvrir le débat, mais j'ai envie de dire heureusement que les champions ne demandent rien, puisque ce serait un peu gonflé de leur part d'en plus gagner un petit peu d'argent avec des causes humanitaires, sachant que le retour pour eux est quand même important en termes d'image, de pouvoir être associé à un organisme comme le vôtre. Donc vous n'avez pas totalement répondu à ma question, mais de savoir est-ce qu'il y avait aussi des sportifs qui profitaient quand même de cette situation en termes d'image pour eux, parce que c'est tout bénéfique pour eux aussi d'être associé à une cause qui fait l'unanimité, une bonne cause, une grande cause, comme on dit. Je pense que non. Mais bon, il faut être aussi un peu... je suis entièrement d'accord avec la collègue que je remercie. Non, ils ne demandent rien. Par contre, il faut être sincère, c'est quand même des gens qui ont des emplois du temps de folie et que, croyez-moi, même le temps, pour eux, c'est peut-être la chose la plus grande qu'ils nous donnent. En échange, c'est clair, il y a un retour d'image, mais vous savez, ils s'exposent aussi et c'est win-win, c'est win-win. Voilà. Je pense que des deux côtés, il y a sûrement quelque chose qui se produit et gagner, je pense que voilà, ils rendent ce qu'ils ont donné. Je le vois plus comme ça. Désolé Jean-Luc d'avoir coupé la parole. Est-ce que vous demandez justement à vos champions, à vos têtes de pont, de donner du temps à la fédération pour faire des actions comme ça auprès des jeunes, auprès de causes, ou est-ce qu'ils le font spontanément, individuellement dans la fédération? Expliquez-nous un petit peu comment. Il y a les deux cas. Il y a des athlètes qui, naturellement, il y en a beaucoup d'athlètes qui s'occupent d'opérations et qui n'en parlent pas. Et je crois que ça c'est bien aussi, parce que